Nous, les événements, il y a vraiment une logique éditoriale déjà qui prime et ils servent à alimenter nos rédactions sur l'acquisition d'un certain nombre d'informations qu'on n'aurait pas pu recueillir autrement. Et donc, pour être très clair, on a lancé successivement, alors moi j'avais hérité d'un prix qui s'appelait le prix des bibliothèques. On a ouvert les trophées de l'édition avec l'ambition d'en faire les Césars de notre secteur, ce qui, 6 ans après, en tout cas, on n'a pas de doute qu'on est en train d'écrire cette histoire-là. Et puis on a ouvert aussi le trophée des libraires. Donc je vais vous parler de ces 3 événements. Le principe, c'est d'appeler à candidature des dossiers qui ont marqué l'année chez un certain nombre de professionnels dans ces 3 familles et pour lesquels les 10 professionnels ont envie de partager ce qu'ils ont fait, ont envie d'être mis en lumière et donc candidatent de manière gratuite à l'ensemble de ces trophées. Un trophée pour nous, c'est basé sur un jury indépendant avec, j'ai envie de dire, des professionnels très haut de gamme, là encore pour qu'on démontre que notre média se positionne de manière irréprochable d'une part, mais aussi est capable de mobiliser des grands noms dans son secteur. Donc là, ce matin paraissait un article qui est une interview de Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, qui est la présidente du jury des trophées de l'édition de l'année prochaine. Et autour, on agrège un certain nombre de professionnels métiers du secteur, mais aussi de secteurs connexes. Alors pour nous, les secteurs connexes, c'est tout ce qui est médias, télé, théâtre, etc. Et pour bien comprendre le mécanisme, qui reçoit les trophées ? Alors ce sont les professionnels de la filière concernée. Donc les trophées de l'édition, ce sont des maisons d'édition avec les professionnels concernés à l'intérieur. Donc on a couvert toute la chaîne, donc bien évidemment la création éditoriale, mais aussi on a des trophées sur la fabrication, des trophées sur le commerce, sur la communication. On a aussi des trophées sur les adaptations des ouvrages. Donc on a volontairement mis toute la chaîne, j'ai envie de dire, jusqu'au plus petit point du back-office qu'on voit pas. Et la logique qui est derrière, c'est de dire on veut mettre de la lumière sur un métier qui est inconnu, ou en tout cas qui est peu connu. Nous, dans nos métiers, c'est les auteurs qui prennent la lumière. En revanche, les éditeurs la prennent assez peu, et que dire des gens qui font la fabrication ou qui mettent les bouquins dans les cartons, dans les entrepôts en région parisienne. Donc on a vraiment voulu couvrir tout ça. Ce qui m'en vient à parler effectivement de ce qu'il disait mon camarade, c'est qu'on a une logique communautaire après cette logique éditoriale. On a un rôle d'animation de la filière, on a un rôle de créer du lien et on a un rôle de profonde bienveillance et de reconnaissance. Donc ces événements, c'est aussi une de nos missions médias interprofessionnelles, c'est de créer du lien et c'est d'animer en plus d'apporter du contenu. Donc on répond à ça au travers de ces trophées et à chaque fois on le matérialise tout au long de l'année avec des contenus dans nos supports, des interviews, qu'elles soient print, digital, webinaire, etc. Et puis on a un événement qui concrétise la remise de ces trophées. Donc on s'est installé au théâtre de l'Odéon à Paris pour les trophées de l'édition chaque année. Pour les bibliothèques, on est itinérant à Paris dans un des grands lieux emblématiques du livre, donc à la Bibliothèque nationale de France, à Beaubourg cette année, etc. Et puis pour les librairies, on s'est attelé au syndicat professionnel des libraires et on remet ces trophées chaque fois qu'ils ont leur réunion professionnelle qui réunit les centaines de libraires qui vont bien dans une des villes de France. Donc voilà, ça c'est l'empreinte physique. On s'est attaché à avoir un rayonnement médiatique et aussi institutionnel. Donc par exemple les trophées de l'édition, c'est le ministre de la Culture qui vient ouvrir chaque année la cérémonie.
Et puis, on a construit des partenariats avec des médias plutôt grand public. On a développé des choses intéressantes avec Les Échos et Le Figaro, là encore, pour apporter à nos acteurs de la lumière et de la reconnaissance. Depuis combien de temps vous le faites? Depuis combien de temps? Donc, 2019. Voilà. À date, l'ensemble de cette ligne d'activité, on marche beaucoup sur sponsoring. On doit, bon an, mal an, maintenant être sur l'ensemble de ces trophées, plus un certain nombre de webinaires, on est à 400 000 € de revenus. Donc on n'avait pas en 2019, donc c'est plutôt pas mal. Et sur le sponsoring, on a finalement assez peu d'acteurs de nos filières professionnelles. On a quelques grands groupes qui mettent un ticket, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à capter les prestataires qui gravitent autour de nos clients et qui voient un intérêt évident à participer à ces trophées. Et on veille vraiment à ce qu'ils apportent du contenu sur qu'est-ce qu'ils font, à quel endroit et pour qui. Et puis, on se diversifie aussi dans ces recherches de sponsoring. J'allais dire un peu en renversant la table, mais on a embarqué et volontairement les acteurs qui sont un peu disruptifs dans nos filières, comme les Google, les Amazon, etc. Donc ça nous vaut un peu de sujet vis-à-vis de nos acteurs historiques. Mais j'ai la conviction qu'on est un écosystème diversifié, qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est intéressant aussi qu'un acteur comme nous soit capable d'abriter sous une même ombrelle des nouveaux entrants, des acteurs historiques. Ça fait partie du rôle de Livre Hebdo dans son écosystème. Et puis on embarque maintenant des acteurs qui font des initiatives assez intéressantes pour promouvoir la lecture. C'est un de nos enjeux majeurs, nous, profession du livre. McDonald's qui donne des bouquins dans les restos pour les enfants à la place des petites figurines que probablement ceux dans la salle ont eu sur leur tableau de bord de voiture. C'est un des premiers acteurs du livre jeunesse en France, avec des centaines de milliers de livres qui sont distribués. Donc voilà, donc ça c'est intéressant qu'un acteur comme ça soit embarqué dans nos événements et dise et raconte ce qu'il fait et casse un peu aussi son image de malbouffe qui lui colle au basket. Donc on a des gens comme ça, on a des gens comme la Fondation Vinci qui donne des bouquins aussi sur les aires d'autoroute. Donc on essaye de donner beaucoup de visibilité à ces trophées et on éditorialise aussi avec un thème. L'année prochaine, c'est la jeunesse, toujours pour ces trophées de l'édition, et on va mettre en évidence tout le travail des associations sur la lecture pour les jeunes. Et ça aussi, c'est l'intérêt de ces événements, c'est quand on les place de manière volontaire et un peu déterminée sur un propos que j'appelle de bon niveau, de bon standing, et ben aussi on permet à des acteurs qui sont peu connus de venir prendre la lumière et puis d'être récompensés pour l'excellence de leur travail. Ok, merci Michel. Merci. Alors Anne, parle-nous de... C'était vachement bien expliqué, je ne sais pas si je vais bien faire. Pas du tout. Bien sûr que si. Bien sûr. Alors, c'était pas forcément le premier... Enfin, oui, je vais vous expliquer rapidement. On essaye, nous, d'animer une communauté, parce que c'était ça le thème, et je pense que c'est très important dans notre univers entre professionnels d'animer des communautés et de faire vivre nos lecteurs et tout ce qui les entoure. Donc, on est parti un peu du postulat que les grands événements autour des chefs, alors ça, on parle du magazine Le Chef, donc de gastronomie, donc évidemment tous les étoilés, mais aussi tout ce qu'il y a, tous les autres chefs qui sont pas étoilés mais qui font de la très très bonne cuisine. Il y a beaucoup d'événements à Paris, ils sont très sollicités, évidemment il y a des émissions de télé, des émissions de radio, enfin il y a à peu près tout ce qu'on veut dans la gastronomie, mais il y a peu de choses qui se passent en petit comité et en région. L'idée c'était d'aller à leur rencontre, donc de façon de faire des tours, j'aime pas trop le mot, mais un tour de France des régions, en invitant à chaque fois dans la région concernée tous les chefs étoilés de la région. Pour vous faire un nombre à la grosse, on va dire, il y a 630 étoilés en France, il y a 1, 2, 3 étoiles, et souvent ceux qu'on connaît, ceux qu'on voit, ceux dont vous entendez peut-être parler, ce sont
souvent les 2 et 3 étoiles, et peu les 1 étoile, sachant que les 1 étoile, c'est 450. Donc c'est quand même un peu la masse. Donc l'idée, c'était d'aller les voir en région et de monter un événement où on leur demande rien. Surtout parce qu'un chef, quand on l'invite quelque part, souvent il faut qu'il cuisine, souvent il faut qu'il prenne la parole et ça le gonfle. Donc l'idée, c'était juste d'aller faire un moment convivial entre eux, où on leur amène juste une respiration dans des boulots qui sont très prenants. Donc on a pris les régions, on a commencé en 2021, en se disant on fait 4 dates par an. Ça fait donc maintenant 3 ans, et comme vous savez très bien compter 4 x 3, 12, on termine les 12 régions de France. Donc là, j'en ai un lundi prochain, avec le dernier qui sera la Bretagne. On a donc l'audience, ce sont ces chefs étoilés, plus quelques chefs un peu... Allez, un qui a fait Top Chef et qui s'est installé dans la région et qui n'a pas encore d'étoile, par exemple. Combien à chaque fois ? On va dire que nous, on arrive à agréger 25-30 chefs sur 40-45 étoilés dans une région, à peu près. Alors, chez l'un d'entre eux. Chez l'un d'entre eux. On le reçoit chez le 2 ou 3 étoiles de la région, donc il est très content d'être invité à un bon déjeuner. Et ce qu'on fait pour essayer d'apporter quelque chose, parce que inviter les gens, c'est bien, leur apporter un peu de fond, c'est mieux. Donc on invite un intervenant. Alors on se dit qu'ils n'ont pas forcément accès à certaines personnes. Donc je vais vous prendre un exemple, peut-être que vous parlez Guillaume Gomez, qui est représentant auprès du président de la République pour la gastronomie. C'est quelqu'un qui se balade beaucoup mais qu'on arrive peu à capter. Donc moi je l'amène à cet événement. Donc il y a 2 heures d'échange avec lui. Donc les chefs sont très contents de le voir, d'échanger avec lui. Et après il y a ce déjeuner. Donc dans un 2 ou 3 étoiles, ça dure en général assez longtemps. Donc voilà, c'est vrai qu'on capte les gens, on va dire de 10h à 16h. Donc c'est un long moment. Donc dans le côté, et pour reprendre ta façon de faire, Jean-Baptiste, il y a le côté animation de communauté. Donc ça, les chefs sont très reconnaissants parce qu'ils sont valorisés, parce que c'est un vrai moment pour eux où on leur demande rien. Il n'y a pas une remise de prix, il n'y a pas d'un manger à faire. C'est juste un bon moment. Et après, sur la source de revenus, alors moi je l'avais pensé au démarrage, c'était un peu l'idée de faire un événement. Et je crois beaucoup aux événements d'image qui sont très bien et qui ne rapportent pas d'argent, mais il y a aussi un moment un business à faire tourner et donc il faut rapporter un peu d'argent à la boîte. Et quand j'ai pensé cet événement, je me suis dit, les fournisseurs de la restauration, donc les marques annonceurs chez moi, dans mes titres print et digitaux d'ailleurs, ont besoin de voir les chefs, parce que le contact humain, c'est quand même hyper important pour les commerciaux des marques. Et pour démarcher un chef étoilé, c'est pas facile. Donc quand tu expliques à une marque que sur un momentum de 4 heures, il va avoir potentiellement 25 clients, alors qu'il mettrait peut-être 2 ans à avoir 25 rendez-vous avec ses clients, il est prêt à mettre un peu d'argent sur la table. Donc on a monté... C'est le cas de le dire, sur la table. Oui, exactement. C'est pas fait exprès, mais c'est pas mal. Et du coup, j'ai proposé ça à quelques fournisseurs de la restauration. Moi, je constate un truc dans nos univers, c'est que, c'est dur à dire, mais je pense que je suis pas la seule à le penser, pas mal de nos annonceurs ont de plus en plus de mal à croire au print seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des pages de pub, c'est bien, mais pas que. Il faut faire autre chose, proposer autre chose. Et souvent, les annonceurs pensent que le autre chose, c'est gratos. Ou le digital, c'est gratuit. Et puis ce qu'on va faire ailleurs, c'est pour le même prix, je veux plus. Bon, moi, j'ai essayé de leur expliquer que ce que j'apportais avec des événements, c'était pas la même chose que du print. Le print, c'est de l'image, c'est de la notoriété, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas du contact. Donc, quand on vous offre du contact, ça se paye. Et donc, j'ai monté une offre en disant, voilà, le déjeuner, c'est tant. Je veux que vous m'accompagniez sur les 4 dates à l'année parce que changer en cours de route, c'est compliqué. Et donc, j'ai réussi à trouver 5 partenaires dès le démarrage qui m'ont suivi et qui ont continué à me suivre en année 1, 2, 3. Donc c'est qu'a priori... C'est les 5 mêmes sur chaque événement. C'est les 5 mêmes sur chaque événement. C'est exclusif, on va dire. C'est exclusif, évidemment, secteur exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un concurrent sur le moment. Et j'avais la difficulté à leur faire comprendre, mais je pense qu'ils l'ont assez vite compris au regard de la physionomie du moment convivial et sympa, et pas du tout en mode j'arrive avec mon kakémono et mon PowerPoint, ça c'était pas possible. Donc je leur ai dit vous allez venir, mais je veux pas de produits, je veux pas de kakémono, je veux pas de papote autour de vos produits, donc juste vous venez, il y a plein de moments de café, d'apéritif où vous faites votre job de commercial. Moi je dis souvent, j'ouvre la porte, mais après vous rentrez. Moi je suis pas commercial de mes annonceurs, donc moi je leur offre la possibilité de rentrer en contact avec leurs clients potentiels, mais voilà, après c'est à eux de faire le job. Donc il y a des, voilà, il y a des donc tu as fixé le cadre et ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça, ils ont le droit de venir à 2, donc c'est pas beaucoup, parce que le but c'est d'avoir plus de chefs que d'annonceurs, sur 40, on va dire on est 40 en général. Donc voilà, donc ils ont, a priori quand je me dis que toutes les marques du début continuent avec nous au bout de 3 ans, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Et après je dis souvent à eux voilà, de transformer ce contact en client potentiel. Voilà, c'est un peu
le but de la manœuvre pour eux. Pour moi, ça anime ma communauté, les chefs sont très contents, ils n'ont pas trop l'impression du coup d'avoir des annonceurs qui viennent leur faire leur déballe commercial. Je défends tout à fait les commerciaux, j'en ai, mais voilà, il faut toujours que ça s'inscrive dans quelque chose de subtil et d'agréable pour tout le monde. Et donc ça a tellement bien marché que cette année, on l'a lancé sur les pâtissiers. Donc on a fait exactement la même chose, mais au lieu de prendre les chefs de restaurants étoilés, on a pris les pâtissiers de restaurants étoilés avec d'autres marques potentielles sur le même principe. Et donc on fait 3 dates. Donc c'est reparti pour 12 Alors on fait 4 en salé, 3 en sucré. Donc ça fait quand même 7 à l'année, plus d'autres événements, mais voilà, c'est déjà pas mal. Super. Et est-ce qu'il s'agit de budget additionnel ou ça remplace des choses que tu avais éventuellement perdues sur tes autres marchés? Je suis pas à 400 000, j'aimerais bien, et c'est pas du budget total. Enfin, si c'est du budget additionnel, sachant, et ça reboucle ce que je disais au démarrage, le print subit quand même une lente érosion au niveau publicitaire, et malheureusement, on a des charges colossales qui augmentent, qu'elles soient papier, affranchissement. Donc en fait, on a un peu la sensation, et c'est ça qui est difficile, que tout ce qu'on crée et tout ce qu'on fait vient combler le trou qu'on creuse sur notre métier historique. Donc ça, en termes de gestion pure d'entreprise, c'est un peu compliqué parce que c'est frustrant quand on crée quelque chose qui marche, on a envie de se dire qu'on va faire de la marge. Bah non. Donc, un peu quand même. Sur l'événement lui-même, oui, mais en fait, en bas de bilan à la fin de l'année, pas tant que ça en fait. Voilà. Ok, merci Anne. Vincent. Et bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai un petit film. Tu veux nous présenter ton petit film? Ouais, il dure 30 secondes, ça va. 30 secondes. C'est parti. Je vais parler sur le film, il y a de la musique. Donc, moi j'organise pour le compte du Marin, donc, qui est une filiale du groupe Ouest France, les assises de l'économie de la mer qui se sont tenues il y a 3 semaines maintenant à Bordeaux, qui ont accueilli plus de 1700 personnes. L'économie de la mer, c'est le rendez-vous de la communauté maritime, et le Marin, c'est le journal de la communauté maritime qui doit être utile à la communauté maritime. Alors ce rendez-vous est historique, il fêtera ses 20 ans l'année prochaine à La Rochelle. Et donc on accueille, comme vous le voyez, toute la communauté maritime française, donc ceux qui construisent des bateaux civils, ceux qui construisent des bateaux de guerre. On a également l'État, on avait le ministre de la mer qui était présent. Et donc, on parlait tout à l'heure d'animation des communautés. L'événement, c'est le petit plus qui permet à la communauté de se rencontrer une fois dans l'année. Donc la communauté maritime se rencontre une fois dans l'année. Donc c'est une offre éditoriale avec des conférences, beaucoup de conférences. On a en gros 70 conférences, dans plusieurs salles qui étaient au Palais des Congrès de Bordeaux. Et sur les conférences, il faut avoir des guests, des invités prestigieux, parce que la communauté maritime se déplace pas si c'est des petites offres éditoriales. Donc cette année, on avait le président de CMA-CGM, donc Rodolphe Saadé, on avait le ministre de la mer, on avait également le président du MEDEF, et on avait également l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a fait un point sur la géopolitique et les problématiques géopolitiques que ça pose sur le maritime. Et le lendemain, on avait une deuxième journée très B2B, c'est-à-dire toute l'innovation, toute la technologie qui gravite autour du maritime. En plus d'être un événement où il y a des conférences, c'est un salon, donc il y a une trentaine d'exposants, tous les grands acteurs du maritime français, et aussi un village des startups. Alors c'est un événement avec des conférences, mais c'est également un événement de networking, c'est hyper important. Il y a des affaires qui se font aux assises, et ça permet de pouvoir rencontrer le ministre de la mer. Par exemple, le ministre de la mer a passé toute la journée sur les assises, il fait stand à stand, et ça lui permet de rencontrer aussi les gens du maritime qui lui font remonter ou qui l'interpellent sur certaines problématiques, mais ça permet aussi de rencontrer Rodolphe Saadé ou de pouvoir croiser le patron de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet. Donc quand on est une petite société qui a une petite innovation ou une innovation, ça peut permettre de rencontrer tous ces gens-là. Sur l'offre éditoriale, donc comme je vous le disais, il faut avoir des invités un peu prestigieux et faire le pas de côté, parce que les gens, quand ils reviennent de l'événement, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. On a vu Le Drian, on a vu Rodolphe Saadé, et cette année, on avait décidé de faire venir la cavalière du cheval d'argent des JO. On a tous vu cette image avec cette cavalière qui vogue sur la Seine. Derrière la cavalière, c'est de l'innovation maritime, parce qu'il y a un petit trimaran qui supporte le cheval d'argent. Et ce sont 2 ingénieurs maritimes de Quiberon qui ont inventé ce petit trimaran. Et la séquence, qui a duré une petite 50aine de minutes, a été très appréciée par les congressistes. Et ça lui a permis à elle, ingénieur maritime, de rencontrer des grands groupes, notamment le groupe Airbus, pour la fabrication de composites sur son petit trimaran. L'avantage aussi de ces assises de l'économie de la mer, l'un des atouts des assises de l'économie de la mer, c'est que moi je suis à filiale du groupe Ouest France. Donc c'est un événement B2B qui rassemble la communauté maritime, mais c'est également un événement B2B
B2C, parce que les problématiques maritimes ont un impact sur les citoyens. Quand on implante des éoliennes en mer à 20 km des côtes, ça se voit. Donc les professionnels du maritime ont besoin de l'expliquer au plus grand nombre. Donc nous, quand on écrit sur l'éditorial, le marin écrit beaucoup de choses sur les assises de la mer, mais quand on était à Nantes l'année dernière, Ouest France a participé aussi à expliquer les enjeux du maritime. Et cette année, on s'était associé avec Sud-Ouest parce qu'on était à Bordeaux. Alors l'année prochaine, on s'associe à nouveau avec Sud-Ouest parce qu'on est à La Rochelle. Et quand on était à Lille pour les assises de l'économie de la mer, on s'était associé avec la Voix du Nord. Je dis ça parce que c'est très important quand on va démarcher les collectivités, parce que le modèle économique, c'est un tiers de financement par les collectivités. Les collectivités, ils nous demandent tout de suite, c'est quoi les retombées presse. Donc nous, il y a deux types de retombées presse. Une retombée presse professionnelle via le marin, mais une retombée presse B2C, avec notamment les grands titres de presse qui sont affiliés, associés aussi à Ouest France, c'est-à-dire en PQR, avec l'Alliance de la presse quotidienne régionale. Ça a quel âge, les assises ? Ça va être la 20e édition à La Rochelle l'année prochaine. Alors, il faut rester humble parce qu'au départ, on a commencé à Paris, il y avait 300-400 personnes et économiquement, il a fallu 3-4 ans ou 4-5 ans pour que ça puisse être rentable. C'est le marin qui l'a lancé à l'époque. C'est le marin qui l'a lancé à l'époque parce qu'on avait besoin, un petit peu comme ce qu'ont dit mes camarades, c'est d'avoir un moment pour que la communauté puisse se rencontrer. Et donc ce moment, il est une fois l'année, comment dire, là c'est à Bordeaux, l'année prochaine c'est à La Rochelle. Et donc, dans l'économie d'Infomer, j'imagine que ça a pris une part très importante du résultat, au moins. Économiquement, donc alors pour le coup, c'est un événement qui est rentable et ça permet de renflouer le compte d'exploitation du marin qui est parfois en difficulté. Et effectivement, il ne faut pas se louper sur les assises. Alors, je précise que l'entrée aux assises est payante, c'est 290 € les 2 jours. Pour 290 €, entre guillemets, on a l'ensemble de l'offre éditoriale, l'ensemble des conférences, mais on a aussi la possibilité de croiser ou d'échanger avec le président du MEDEF, avec Jean-Yves Le Drian ou avec Pierrick Pommelet, le patron de Naval Group. Mais Vincent a des copains sympas. Hein ? Non, mais c'est dans le modèle économique, on permet ça. Tout à l'heure, on parlait d'essayer d'avoir le président de Naval Group qui va construire le futur porte-avions nucléaire français. Essayer de l'avoir en appelant au standard, c'est compliqué. Là, les gens qui sont dans les startups, ils peuvent l'avoir en direct. Et ça, c'est le coût. Voilà, ça a un prix, c'est ce que disait Anne tout à l'heure. Ça a un prix, donc c'est le coût de l'entrée. C'est combien de personnes ? C'est 1700 personnes cette année. En gros, ça tourne entre 1500 et 1700 personnes. D'accord. Donc, c'est le modèle avec sponsor. Le modèle économique, c'est un tiers de financement par les collectivités, avec un peu de financement de l'État. Un autre tiers financement privé, donc on a des partenaires privés, les grands opérateurs du maritime, les stands qu'on vend également, et un tiers de billetterie. Ok, merci. Vous pouvez voir que dans nos exemples, on a des entreprises qui font de l'événement avec des maturités différentes. Là, par exemple, ça fait 20 ans. Et évidemment, vous surfez aussi sur si je puis dire, sur l'appartenance au groupe Ouest France qui vous aide à avoir des personnalités oui, parce que invitées, ces personnalités sont en amont. Quand on a le chef d'état-major de la Marine nationale dans le contexte actuel géopolitique, on l'a en interview avant dans Ouest France. Donc, en plus de sa prise de parole aux assises, effectivement, dans la démarche, pour démarcher les personnalités, ça aide. Ok, merci Vincent. Pierre-Dominique, encore un autre modèle très intéressant dont tu vas nous parler. Alors dans le groupe Infopro, il y a une équipe événement et qui travaille de manière très alignée et très conjointe avec les équipes éditoriales et commerciales des marques. Et c'est une activité où on réalise en dehors des salons professionnels à peu près 200 événements par an pour l'intégralité du groupe. Sur le sujet qui nous occupe ici, on va parler des événements automobiles qu'on a créés, fabriqués depuis 2016. Et au passage, je voulais saluer Nathalie Cabos qui est ici dans la salle, avec qui on a lancé le projet et développé jusqu'en 2021. Et Nathalie, on a continué depuis. Voilà, donc la machine est assez grosse. Qu'est-ce que c'est ? Là, on parle des événements du secteur automobile. Ça concerne 4 publications qui s'appellent Décision Atelier Poids Lourd, Automobile Entreprise et Auto Info. En gros, c'est des publications absolument B2B
qui concerne les populations de professionnels une fois que le véhicule a été fabriqué. Donc c'est la vente et la prévente. On va faire simple. Donc pour faire un exercice, vous allez comprendre, automobile d'entreprise, c'est gestionnaire de flotte, décision atelier, c'est les gens qui réparent, et auto-info, c'est les gens qui vendent et qui distribuent. Et puis pour le poids lourd, vous devinerez. Dans ces populations-là, on a en face, on est vraiment allé sur l'éditorial, on a en face des communautés professionnelles. Je viens de les dire, je viens de les citer. Des gestionnaires de flotte, des gens qui vendent des voitures, des distributeurs, des gens qui réparent. Et on s'est dit qu'on va les rassembler. On a pensé qu'on pouvait les rassembler, s'étant inspiré d'autres événements qui n'avaient rien à voir dans le jouet et compagnie. On a fait un format. Alors, le premier format qu'on a lancé, ça concernait Auto-Info sur la distribution automobile. Et on s'est dit qu'on allait rassembler des patrons de groupes de distribution auto. En France, il y en a 300 à peu près. 300 groupes ou 300 concessionnaires? Non, 300 groupes. De distributeurs. Alors quand je vous dis ça comme ça vous impressionne pas. Après, quand je vous dis qu'il y a 3 semaines, on en a réuni 100 à la Baule, mais ensemble, ils pesaient 3310 points de vente, 90 000 salariés et surtout 45 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Là, je vous ai fait l'argumentaire. Il est terminé. Si vous êtes un partenaire, c'est plus. Attends. 45 milliards d'euros. Milliards. Ouais, ça calme, hein. Milliards d'euros. Donc vous dites à vos clients, au travail. Après, bon. Alors pourquoi au travail? Donc ils sont réunis. Alors déjà, avant de parler des clients, on les réunit. Pourquoi? Dans l'environnement automobile, vous en lisez partout dans les colonnes tous les jours. C'est un bordel sans nom. Depuis plusieurs années, pour des raisons technologiques, on est passé du thermique à l'électrique, en passant par l'hybride rechargeable, ce que vous voulez, l'hydrogène, tout ce qui va. Tout un tas de raisons réglementaires qui sont faites en France ou en Europe sur la décarbonation. Tout un tas de réglementations fiscales qui viennent toucher ou pas toucher avec le malus, les bonus et tout. Donc si vous avez un BMW série 5 aujourd'hui à Paris, arrêtez-vous au distributeur pour payer, là, parce que vous en avez pour 300 balles dans l'après-midi pour vous garer. Enfin, il y a 1000 trucs qui changent et qui transforment cette population. Donc en gros, on a un principe, et pardon pour le vocabulaire un peu fleuri, mais au moins on comprend vite, c'est tant que c'est le bordel, nous on a des raisons d'apporter de l'éclairage éditorial ou de la mise en perspective qui nourrissent la réflexion des gens qui sont des décideurs et qui doivent engager l'avenir de leur entreprise et les arbitrages. Parce qu'un arbitrage raté sur des business comme ça, c'est planter la boîte. Or, c'est souvent des boîtes qui sont patrimoniales et donc les sujets des entrepreneurs auxquels on a affaire n'est pas de se dire je vais vendre ou je vais acheter. Leur sujet, c'est de dire je transmets. Donc, ils cherchent la pérennité de leur activité. Voilà. Donc, on est réunis. Et ça leur permet d'échanger, de voir. Et on leur donne, qu'est-ce qu'on leur apporte? Je reprends tout ce qu'ont dit mes confrères. On apporte d'abord beaucoup d'éditorial sous forme de plénière, où là on met en perspective les vrais sujets d'actualité, le plus possible d'actualité d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que si on a un sujet qui est en plénière, qu'il y a un truc qui s'est passé la nuit à Bruxelles ou machin, on change de sujet, on s'en fout. C'est l'actualité qui va primer. Ça, c'est le premier point. Et puis des séries d'ateliers, dans le jargon des équipes event, on appelle ça des streams. Voilà, donc si on a un thème sur la décarbonation, on aura 3 ateliers qui sont liés à la décarbonation. Voilà, mais bon. Et donc ça nourrit la réflexion et l'apprentissage et la communication. Et on fait ça sur un format de 2 journées. On commence en fin de matinée, puis on finit en début d'après-midi d'après. On fait ça loin de Paris. Comme ça, on est sûr que nos audiences ne s'en vont pas. On fait ça dans un lieu qui est plutôt prestigieux, pour des raisons de statutaires, enfin de reconnaissance des gens, et puis aussi parce qu'il y a des personnels dans les grands palaces qui sont habitués à gérer que les impondérables et les emmerdes, et ça arrive toujours. On fait ça l'hiver, parce que c'est moins cher. Mais la Baule, c'est triste l'hiver à 7h du matin, je peux vous le dire. À part une vieille avec un chien, vous voyez rien. Mais bon. Donc ils ne se sauvent pas. Tu voulais quoi d'autre? Voilà. Bon. Donc on réunit ces populations-là et elles sont ensemble, enfermées. En résumé, sans que ce soit Shining, puisqu'on parle d'un hôtel isolé, faites référence plutôt à la Comédie Française et on a ici une notion d'unité de temps et de lieu. 36 heures dans un même endroit. Tous réunis, loin de tout, il n'y a pas de... Voilà. Donc on a les gens, et là on a les éléments pour favoriser le networking. Après, comment on finance ça? On va avec des sponsors.
toute la cible des cibles qu'on appelle VIP, nous, invitées, elle est invitée, elle ne paye pas. En revanche, les sponsors, ils financent. C'est des tickets qui peuvent être assez élevés, reconnaissons-le, mais qui sont très 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 bas, finalement, quand on regarde au nombre de contacts réels obtenus et l'opportunité d'affaires que ça représente. Résultat des courses, ça en fait un événement business, parce qu'à peu près 80% de nos sponsors sur chacun des événements, et je verrai la duplication, c'est un autre sujet qui est intéressant, reviennent d'année en année. Donc, ce qui fait qu'on a une pente croissante du revenu de ces événements de tous les ans. Alors, j'ai donné un exemple sur l'argumentaire. Je vais en donner un autre exemple. Il y a 10 jours, on a fait, la semaine dernière, pardon, on était à Deauville, où on a fait un événement sur les gestionnaires de flotte. On avait 300 gestionnaires de flotte. On était 500 personnes au total, parce qu'il c'est des partenaires, des experts et tout ça. On saturait, on a privatisé le Royal Normandie, la moitié du Novotel, on prend le casino, l'ambassadeur, vous connaissez, les franciscaines, on prend tout. Et là, on est ras la gueule, hein. On ne peut plus rien faire d'autre. Mais quand vous êtes en salle, vous dites en plénière, vous êtes 300 gestionnaires de flotte qui pesaient, qui géraient, tous réunis, 1 million de cartes grises. Ayez en tête que à peu près 20% d'une flotte est changée chaque année. Donc en gros, vous dites aux partenaires, dans la salle, il y a 200 000 voitures qui vont être vendues au travail. Voilà. Donc on a des commerciaux, nos commerciaux, ils passent leur temps à mettre des coups de latte dans les commerciaux des partenaires, dans le truc, en disant les clients c'est là-bas, c'est pas collé comme un poteau là à attendre que ça vienne. S'il y a des gens dans la salle qui gèrent le salon là, il faut peut-être y penser. Mais en tout cas, on fait ça parce que nous, c'est notre intérêt qui est de l'audience, qu'elle soit satisfaite pour qu'elle revienne et que les partenaires aient fait du chiffre. Alors tout ce que je vous raconte là, on a l'impression qu'on avait gambergé avant. En fait, pas du tout. On a tout appris au fur et à mesure. Au début, on a un modèle, et Nathalie en témoigne. On a pensé qu'on avait un modèle qui partait sur un truc. C'était absolument autre chose. Ce qu'on a réussi à faire en revanche aussi, c'est répliquer le modèle sur 6 populations. Aujourd'hui, on en a 6. Donc dès lors que vous avez une communauté très ciblée, vous pouvez définir simplement comme un métier, que vous êtes certain qu'elle a un poids économique réel, et qu'elle a des raisons de se retrouver de manière transparente entre elles, parce qu'elle a des enjeux qui dépassent sa simple petite concurrence avec l'autre, vous pouvez réfléchir. Alors justement, quelle a été la genèse de la chose au tout départ? Quelles ont été les bifurcations, les mauvaises surprises ou les bonnes surprises? Alors, la genèse, on avait une idée, on pensait que le premier sur la distribution, on pensait que ça allait être financé par les constructeurs automobiles. Alors moi, j'ai fait plein de rendez-vous pour tester le truc, pour ne pas emmerder les équipes commerciales. Et moi, par exemple, chez des constructeurs que je ne nommerai pas, mais avec un lion sur la calandre, un truc comme ça. Il y a un mec qui m'a dit, mais monsieur Lucas, vous ne connaissez pas les usages. Les usages. En plus, pour la blague, on était reçu un petit déj, il y avait une table ovale et tout. Moi, j'étais assis. Vous avez vu, je suis grand, hein. Alors assis, vous imaginez, là, j'ai l'impression que d'être dans les déchiens. Celui au milieu, hein, pas celui sur les côtés. Hein. Attention, celui qui parle de Jeannie Le Longo. rideau pourrait tomber. Tais-toi. Et donc, elle me dit, les usages, c'est, monsieur Lucas, on est en France, je dois être invité. Moi, je lui demandais quelques dizaines de milliers d'euros quand même. Donc, à cet instant, une illumination m'a traversé et je dis, je vais continuer de persévérer dans l'ignorance, on va faire comme ça. Mais je me passerai de vous, c'est pas très grave, crac. Bon, après, Nathalie est témoin, il a fallu qu'on galère pour trouver des mecs, parce que l'orgueil, c'est bien, mais ça fait pas bouffer. Voilà. Alors, j'y suis allé. Voilà. Donc, voilà, le qui n'en veut, il n'y avait pas de gibolin, rien du tout. Alors, voilà, il a fallu... Et on a pensé que c'était ça, et c'est pas du tout ça qu'on a eu comme client, c'était les prestataires de services qu'on a eu autour. Vous voyez, donc... pas de conviction. L'autre chose qu'on a bien faite quand même aussi, c'est que le concept, on a été testé, on a fait des rendez-vous avec l'audience, d'abord, l'audience. Et les audiences nous ont dit, ça c'est bien, alors ça c'est nul, tu peux changer ça, tu peux jeter ça, machin. On a dû changer les 3/4 de ce qu'on avait au départ, mais après l'orgueil, on peut avoir de l'humilité. Et l'humilité, ça rapporte.
en revanche. Donc ça, on a corrigé le tir et après, on a progressé. Ensuite, on a eu un autre principe, c'est on s'est dit qu'on se donnait 3 ans. Le premier principe, c'est nous, on gagne de l'argent tout de suite. Ça, c'est chez InfoPro. Hein. Mais ça marche, hein, si vous vous fixez cet objectif, ça marche. Donc tout de suite, on gagne. Pas beaucoup, mais on en gagne. La seconde année, on s'est dit, il faut qu'on progresse, mais là, il faut qu'on progresse pour qu'on stabilise l'audience et qu'on la fasse progresser, parce que c'est notre socle, c'est ça qui est monétisé. Hein. Si vous voulez faire une comparaison avec Internet, par exemple, quand vous avez des audiences ouvertes, la monétisation, c'est l'audience, la fréquentation qui est là. Voilà. Et puis après, la troisième année, une fois que ça s'est réussi, on fait décoller. Après, on fait décoller beaucoup l'avion. Donc on a fait progresser tous les événements depuis 8 ans ou 9 ans. On est arrivé à 6 événements aujourd'hui. On a fait attention à ne pas dénaturer. Le plus grand, là, que je vous ai cité, qui était sur les flottes. Moi, un jour, je me suis levé en disant « Oh, c'est un potentiel fantastique, putain, on va faire ça ailleurs, c'est super et tout ça. » Crac, on cherche des lieux en France pour recevoir 1000 personnes. Ben, il n'y en a pas. Monaco. Non, 1000 dans un hôtel, un seul hôtel et tout. Tu peux chercher, tu vas trouver des endroits où tu as 13 hôtels, 12, 5 hôtels, 8 hôtels, et là, tu te dis « Ah merde, j'ai perdu l'unité de lieu. » Donc, les notions de networking, c'est là que se passent les affaires pour les partenaires, tu les perds. Et donc on s'est dit, alors après, Dieu merci, pour les hommes, je ne sais pas pour les femmes, mais pour les hommes, il y a un moment précieux dans la journée qui est créatif, c'est celui où on se rase. Moi, un matin, je me rase et je me dis, pas du tout la présidence de la République, mais je me dis, putain, ils viennent d'où les mecs au fait? Et les nanas. Alors on regarde, et tous, cette révélation, elle existe toujours, la frontière entre la langue Doc et la langue Doyle. Et donc, on n'avait que les gens du nord de la France, en fait, qui venaient sur l'événement des flottes à Deauville. Donc, on s'est dit, bah, on va faire dans le sud. Ce qu'on a lancé cette année, ça a marché tout de suite. Voilà. Alors, parfois, il ne faut pas faire des trucs très intelligents, pas trop de PowerPoint non plus, pas trop de comités de pilotage, de réflexion, et tout. Il faut y aller. Ce qu'on a fait, et donc voilà à peu près la taille. Après, le poids économique, je ne dirai pas les chiffres, mais si on a fait ça, c'est qu'en 2016, je me suis trouvé avec une activité, un pôle automobile, qui était très dépendant à 95% uniquement de la pub papier, insuffisamment diversifié. La diversification, on l'a poussé des mêmes feux sur les événements digital. Le digital, alors on a surtout accéléré le digital en 2021, vous allez comprendre pourquoi, parce que tout d'un coup, jusqu'en 2020, on a beaucoup progressé sur les événements que je viens de vous citer. On s'est dit, le digital, ça progresse, mais on est tellement bon là-dessus qu'on est des cadors. Et on s'est pris le Covid, comme vous. Mais on n'avait pas mis de masque FFP2 sur les événements qui s'appellent Connect. Et donc, tout notre business est tombé. Et moi, la rentabilité globale de l'activité est tombée avec. J'ai dit, oh putain, là, il faut faire 2 choses. C'est diversification sur le digital et pousser encore plus fort sur les événements à grand revenu. Et pour ce faire, sur les événements, on a supprimé tous les petits événements, toutes les scories, tout ce qui était petit dehors. Ça prend tellement de temps, pour rien ramener, on ne fait pas. Le temps qu'on aura gagné, on le met sur les gros. Voilà, on fait ça et on a poussé le digital. Aujourd'hui, ça nous a permis... Tout à l'heure, tu avais une question de dire, est-ce que c'est du chiffre en plus? Oui, c'est du chiffre en plus. Ce n'est pas du chiffre qu'on avait avant. Et ça nous a permis de plus que doubler la taille du pôle en 8 ans. Et donc notre enjeu, c'est de la stabilité, d'arriver de faire croître. C'est pas simple, mais on a toujours des idées de développement. On a toujours plein d'idées, tout le temps. Alors les meilleures idées, elles viennent généralement de nos clients et surtout des rédactions, parce que les rédactions sentent ce qu'on appelle les bas bruits. C'est ceux qui vont être des vrais enjeux, qui justifieront qu'on a des audiences communautaires qui s'agrègent à ça, et donc autour desquelles les abeilles viendront butiner les fleurs, voilà. Donc c'est un gros business pour nous. Les équipes sont communes? Alors, non, tu as les équipes qui sont... Le mot est important. Ce n'est pas des équipes communes en sens organigramme, il y a des équipes rédac, commerciales et des équipes event. Les équipes event, elles travaillent de manière transverse sur plusieurs pôles, et après les équipes sont verticales. Mais là où le mot commun est réel, et on va changer le mot, je ne vais pas dire commun, c'est aligné. C'est des équipes absolument alignées sur les enjeux, les objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité, d'audience, tout ça aligné. C'est des vrais potes. D'ailleurs, pour l'anecdote, la veille des événements, on se fait des soirées internes
digne d'un séminaire du SP Pro. Peut-être pas quand même. Comment ça, pas quand même? Ce qui inquiète parfois certains pour l'animation des premières séances plénières, mais quand même, on s'en sort. Voilà, donc il y a un esprit de groupe et d'équipe et de famille. C'est pas neutre, hein. Si vous n'avez pas des équipes alignées, vous faites pas les trucs, hein. Moi, j'y crois pas. Voilà. J'étais long, mais Magnifique. hein, c'est beau. Est-ce qu'on peut passer à quelques questions, si vous... Quelqu'un peut faire passer un micro ou... Il faudrait qu'il y ait des questions. Alors, est-ce que les autres peuvent raconter un peu leurs difficultés de démarrage, justement Parce que c'est toute la clé de... Moi, j'y étais pas, j'ai hérité de l'événement, Voilà. donc je sais que ça a été difficile au départ. Là, dans le groupe Ouest France, avec d'autres entités éditoriales, on lance des événements. C'est parfois compliqué. On a aussi les assises de l'agriculture dans le groupe Ouest France. Et les assises de l'agriculture, on a commencé à 200, 250. Et cette année, ils sont à 1100. Donc, mais il a fallu attendre 3-4 ans. Et pour dire ce que tu dis, Pierre Do, effectivement, c'est le bas bruit, parce que tous les contenus des conférences sont fabriqués par les journalistes experts, et ils captent les bas bruits, ce qui fait aussi le succès des événements, parce que c'est les sujets qui vont arriver et qui vont venir, et la communauté ou les communautés viennent chercher aussi ce qui se dit à bas bruit pour être développé. Oui, je confirme. Nous, on n'a fait que des débuts, donc effectivement, c'est toujours difficile. Et dans les titres que je gérais avant, on avait lancé des événements. C'est vraiment les 3 premières années qui sont les plus difficiles, avec vraiment là, on dit source de revenus. Donc les événements, ça rapporte de l'argent, ça c'est pas un problème. On fait du chiffre d'affaires, mais la question, c'est est-ce qu'on fait de la marge sur l'événement lui-même? Est-ce que la marge, elle est contributive à l'ensemble du groupe? Et là, c'est souvent beaucoup plus compliqué. C'est quand même du chiffre d'affaires qui génère des coûts, contrairement au chiffre d'affaires qu'on pourrait faire sur de l'abonnement ou sur de la pub, qui, elle, génère pas des coûts supplémentaires. Donc c'est vraiment cette difficulté-là où moi j'ai été, et je pense que je suis pas le seul, et c'est vraiment pas évident. On a aussi des commerciaux qui ont des objectifs à faire, et puis donc ils les font sur l'événement, mais du coup c'est du chiffre d'affaires qui fait pas forcément du résultat. Donc ça, c'est un vrai sujet pour moi. Et chez toi, Anne Attends, j'avais un truc à dire, mais Vas-y, j'avais une question. Non. Je disais, ce qui est aussi important quand on crée quelque chose, et l'idée effectivement c'est que ça rapporte tout de suite, mais c'est la désirabilité que tu crées au niveau de ton audience et au niveau de tes clients. C'est-à-dire que quand tu lances quelque chose et que les gens le voient, parce que comme on a des médias, c'est assez pratique, on peut en parler dans nos magazines, sur nos réseaux sociaux et un peu partout. Et du coup, ça crée l'envie à ceux qui n'étaient pas. Alors moi, pour le coup, c'est en région, donc à celui de Nouvelle-Aquitaine, de dire ah bah dis donc, ils ont fait un truc en Bretagne, ça avait l'air chouette. Aussi bien du côté de l'audience que du côté des potentiels annonceurs qui se disent oh là là, mais en fait, elle avait du monde sur son événement, peut-être que ça vaut le coup. Oh là là, celui-là, j'arrive jamais à le voir. Et du coup, je pense que ce démarrage qui parfois est pas évident, faut y croire parce que ça crée une désirabilité des deux côtés qui, in fine, si on n'est pas trop maladroit, va faire qu'après ça va continuer. Et chez toi, ce sont les mêmes équipes ou alors moi j'ai une personne. Alors commercial. Alors moi je dis souvent au SP Pro qu'on est le meilleur ambassadeur de sa boîte, donc c'est vrai que moi sur le commercial je joue un gros rôle. Sur mes équipes rédactionnelles, elles sont toujours aussi présentes parce que c'est important. On parlait des bas bruits tout à l'heure, de pouvoir avoir le ressenti de l'audience et d'essayer de parler avec eux. Et après moi j'ai une personne aussi dédiée aux événements. Donc le commercial, oui, c'est global, mais quand même il y en a qui ont plus d'appétence à vendre de l'événement que d'autres, quoi. Ouais, moi, avoir les équipes alignées, c'est quand même super difficile d'une manière générale. C'est loin d'être simple. Et question. Oui, bonjour, j'ai une question sur la partie commerciale. Est-ce qu'avoir donc de l'événementiel en plus de la commercialisation de vos médias, ça permet aux équipes commerciales, d'abord, est-ce que ce sont les mêmes équipes commerciales? Alors j'ai la réponse pour certains d'entre vous, mais pas pour tous. Et ensuite, est-ce que ça génère vraiment de la valeur additionnelle, non pas seulement en additionnant 2 briques, mais ça engage davantage les annonceurs, le fait de rajouter la brique événementielle aux médias?
Moi, j'ai alors, premier élément de réponse, mais moi, j'ai des gens qui viennent, enfin, des annonceurs qui viennent sur les événements qui ne sont jamais venus chez moi en pub. En fait, il y a quand même des annonceurs qui sont pros ou pas pour la pub. Il y en a qui aiment beaucoup les événements. Donc, en fait, ça permet aussi de capter une certaine clientèle qu'on n'aurait pas eue sur des médias classiques. Donc, ça, moi, je pense que c'est un vrai plus. En tout cas, sur ce que j'ai lancé, j'en avais 5. Il y en a 4 que j'avais même pas en client. Mais je savais qu'ils avaient envie de ce côté contact. Et donc de proposer une autre brique à des annonceurs, ça, je pense que c'est pas mal. Chez toi, Michel, ce sont les mêmes équipes ? Non, c'est pas les mêmes équipes parce que c'est un commerce de dirigeants, cette affaire-là, en fait. Donc on vend pas des espaces. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on imagine. Donc c'est pas du tout la même approche commerciale. Il y a une compréhension de nos interlocuteurs, qu'est-ce qu'on peut leur apporter en matière de, je crois que c'est plus de la notoriété. Nous, on est assez loin d'Infopro Digital. On n'a pas, on cherche pas à générer de la transaction en fait. Donc nous, notre sujet, c'est d'embarquer des dirigeants dans une communauté autour de valeurs qu'on partage, autour quasiment d'enjeux sociétaux. Donc on est très très loin de sujets de display, etc. Mais c'est extrêmement motivant, mais c'est pas du tout les mêmes équipes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier différent qu'on attaque quand on fait ça, ou on complète son métier, on enrichit son propre métier? En tout cas, ce que je crois pour nos médias professionnels, c'est que c'est la bonne démonstration que nos vecteurs de croissance sont beaucoup plus sur de ce que vous entendez sous le vocable dispositif, c'est-à-dire qu'on a une compréhension aiguë des enjeux de nos clients qui peuvent être adressés par nos médias et que on inscrit notre action dans des programmes annuels, voire pluriannuels, et en les embarquant sur ces dispositifs qui sont pas uniquement d'ailleurs les événements, mais qui combinent un certain nombre d'offres. Et donc ça, c'est la bonne illustration que les ventes unitaires de nos produits, et souvent qui ont de manière homothétique des organisations commerciales, du web, du print, du machin, du truc, où il y a quand même un peu d'abattage, finalement, les événements nous montrent que si on met les mêmes personnes en face, ça donne rien, et que stopper la décroissance, en particulier de nos sujets d'annonce print, c'est de mettre un agrégat, d'assembler des propositions pour mettre en place des dispositifs. Donc on s'apparente beaucoup plus à une boîte de conseil que un vendeur d'éditeur, un éditeur qui vend ses contenus. Pierre-Dominique ? Oui, pour te répondre et compléter le propos de Michel. Du transactionnel, oui, tu as raison, Michel, c'est l'exemple que j'ai donné au travers des événements auto, mais c'était uniquement sur cet exemple. Nombre d'événements que nous réalisons ne sont pas des événements transactionnels. Je dirigeais avant l'usine nouvelle. Sur l'usine nouvelle, les événements que vous faites, ce n'est pas du transactionnel. Il y a 2 ans, on avait lancé un truc qui s'appelle Territoire et Industrie, qui illustrait le phénomène de la réindustrialisation dans les territoires, et on faisait ça dans un Tour de France. Tu es accompagné de partenaires institutionnels, mais tu n'as pas de transactionnel là. Il ne se passera rien tout de suite. Enfin, voilà. C'est plus transactionnel, guillemets, sur l'attractivité que peut avoir une entreprise, son acceptabilité dans un territoire donné, le recrutement, choses comme ça. Donc on est loin de faire ça. L'exemple que j'ai donné était purement transactionnel, mais loin s'en faut, c'est pas du tout le cas pour toujours. Quant aux commerciaux, non, il n'y a pas d'équipe dédiée véritablement. C'est les équipes médias, les équipes qui travaillent dans les marques, qui commercialisent majoritairement, ce sont eux qui commercialisent le sponsoring de ces événements. Et on a trouvé, nous, qu'ils avaient une aptitude, ils l'ont démontré, c'est pas qu'on l'a trouvé, ils l'ont démontré qu'ils avaient une aptitude à commercialiser, même, alors là je suis d'accord avec toi Michel, c'est de la vente à dirigeants, mais ils arrivent à le faire, ils le font plutôt bien, en tout cas moi, sur l'exemple que j'ai cité, ils le font vraiment très très bien, donc
Là-dessus, on n'a pas d'inquiétude. La polyvalence est de mise, mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ils sont même sans doute plutôt contents d'avoir des nouveaux produits à commercialiser. Nouveau, oui et non, parce que comme le festival des nouveautés est permanent, donc au bout d'un moment, quand des nouveautés qui ressemblent au catalogue tu sais, des trucs de Versailles, là, quand tu vas dans le château, avec les cartes postales, donc il y en a tout le temps. Mais tu as une histoire à raconter. Et puis, je me permets d'insister sur la volet plus éditorial. C'est quand même la manière de démontrer de faire la preuve des propos qu'on avance à longueur de journée. C'est-à-dire que quand tu rassembles la communauté à laquelle tu prétends t'adresser, tu as démontré que tu es pertinent. Et donc, ton rayonnement sur la pertinence de ta marque par rapport à la communauté, il touche aussi le print, les abonnements, la pub print, le digital, la data, les études, tout ce que tu veux. Les webinaires, ainsi de suite. Un cercle vertueux. Je ne sais juste pas si on a répondu à votre question, monsieur, mais si. Oui. Okay. Bonjour, je voulais savoir pour les Assises de la mer, par exemple, vous avez dit que vous avez des grands invités. Est-ce qu'eux viennent gratuitement ou est-ce qu'ils sont rémunérés ou est-ce que c'est plutôt de l'échange de visibilité avec l'interview dans Ouest France, par exemple ? Non, l'année dernière, on a eu la chance d'accueillir le président de la République. En fait, c'est des messages politiques. Le ministre de la Mer, il a toute la communauté maritime devant lui. Je ne le vois pas, le ministre de la Mer, ne pas venir, parce qu'en une journée, il a pu... En plus, il vient d'être nommé. Enfin, il va peut-être pas rester longtemps, mais... En fait, c'est ça qui est dingue. Nouvelles assises, peut-être. Et donc, chaque année, en fait, on écrit au président de la République, Premier ministre. On a plusieurs ministres qui peuvent être intéressés, le ministre de la Mer, le ministre des Transports. Après, en même temps, des fois, ils changent d'attribution, donc il faut qu'on refasse tous les courriers. Non. Les invités type politique, ils viennent gratuitement. Par contre, on paye aucun de nos invités. Il n'y a pas... Jean-Yves Le Drian, il vient gratuitement. Le chef d'état-major de la Marine nationale, il vient gratuitement. Le président de Naval Group, il vient gratuitement. La seule chose qu'on a remboursée cette année, c'est les frais de train de la cavalière des JO, parce qu'on y tenait, parce que c'est une société qui est économiquement un peu dans le dur, donc elle nous a demandé de payer les billets de train, mais c'est ça qui fait la force. Alors il y a des tentatives, il y a des tentations, il y a des grands économistes ou des grands climatologues qui ont fait partie de grandes institutions qui aujourd'hui monnaient en fait leur participation. Ça peut aller jusqu'à 6-7 000 euros. Et donc on laisse tomber très vite. On pense qu'on peut trouver aussi mieux ou aussi bien dans la communauté maritime. Hein ? De quoi ? Donc non, je paye pas les invités. Comme ici. Une autre question ? C'est comme aux ventes aux enchères, quelqu'un a levé le bras, c'était trop tard. Oui. Oui. Oui, bonjour. Je m'adresse à monsieur qui représente le média Le Marin. Vous avez dit que c'est un demi-échec. Non, pardon. Oui. Le Marin, c'est Vincent. Non, monsieur qui est en face, excusez-moi. Oui, vous avez dit que c'était demi-succès, demi-échec, mais que vous aviez d'autres projets aujourd'hui. Comment vous changez votre modèle alors ? En fait, nous, on a changé de modèle, c'est-à-dire qu'on a fait un travail éditorial, on a recensé tous les événements qui existaient dans notre secteur, B2B, et il y en a 450. Alors, il y a des petits, des gros, donc c'est gigantesque. Donc d'où la difficulté de mettre des événements à l'intérieur de tout ça où les gens sont très sollicités. Et donc on a fédéré au niveau éditorial tous ceux qui organisent des événements et maintenant on les accompagne d'un point de vue beaucoup plus promotionnel, publicitaire. En fait on a 3 prestations. On a une prestation de promotion des événements des autres, une prestation d'animation de leur événement et une prestation de compte-rendu éditorial derrière. Et donc, plutôt que de faire des événements nous-mêmes, on se greffe sur ceux des autres et on leur permet de leur donner beaucoup plus d'ampleur ou d'efficacité ou de succès. Donc, c'est beaucoup moins risqué, beaucoup moins stressant, hein, parce que dans les événements, on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, je trouve qu'il y a un côté très stressant que, personnellement, j'aime pas trop. C'est chronophage, on dit souvent ça, mais c'est aussi très stressant. C'est un peu les montagnes russes sur ça va marcher, ça va pas marcher, ça va marcher, ça va pas marcher. Donc, c'est un peu chaud dans les équipes. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est certes moins agréable parce que l'événement, il n'y a pas mieux pour la satisfaction et le plaisir d'être avec les gens. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est un peu frustré, mais en même temps, c'est nettement moins risqué et pour le coup, maintenant, beaucoup plus rentable qu'avant.
Parfait, je crois qu'on a balayé beaucoup d'éléments concernant les événements, du stress au succès. Et je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci à tous.